Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode suivant. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission consacrée aux plateformes de streaming et aux séries qui sortent dessus. Et notre émission du jour sent bon le malt et le houblon, ou sent mauvais pour ceux qui n'aiment pas la bière. En tout cas, on va parler d'une série qui va faire forcément l'événement, qui fait déjà pas mal parler, puisque c'est la nouvelle série de Steven Knight. Steven Knight, c'est pas forcément un nom qui parle comme ça quand on le donne, mais c'est le papa de Peaky Blinders. Et donc forcément, quand on dit série de Steven Knight sur Netflix, série historique qui va parler, ça s'appelle House of Guinness, de l'histoire de la famille Guinness qui a fondé la bière du même nom. On a forcément beaucoup d'attentes. Est-ce que c'est un nouveau coup de maître? Est-ce que c'est un simple copier-coller de Peaky Blinders sur un autre pays, une autre époque, avec les mêmes recettes? Est-ce que c'est une série qui finalement n'est pas plus épaisse que la couche de mousse sur une pinte de Guinness? C'est ce qu'on va voir avec mes invités du jour. D'abord un visage connu de l'émission, c'est Romain Béis. Salut Romain. Bonjour Clément, bonjour. Comment ça va? Ça va, très content d'être avec toi pour parler un petit peu d'une grande famille Tout à fait, une famille qui a des problèmes, on va en parler. C'est ton retour pour la saison 3. Tout à fait. Voilà, je suis ravi de te réaccueillir. On va te redire que tu es le créateur du podcast Originals. Co-créateur, ouais. Voilà, co-créateur. On en dira un mot à la fin de l'émission, mais voilà, on aime bien pouvoir partager l'affiche avec d'autres gens qui parlent de séries. Ça nous fait toujours plaisir de t'avoir, Romain. Et puis une nouvelle tête que je suis ravi d'accueillir, c'est Juliette Esbrock. Salut Juliette. Salut Clément, bonjour tout le monde. Ravi donc de t'accueillir, c'est ta première dans l'émission. Journaliste série pour Télé Loisirs. Tout à fait, je m'occupe du streaming, pas que des séries d'ailleurs, ciné, doc, tout ça. Tout ce qui sort sur les plateformes. Exactement. Et il y a beaucoup de choses. Tu as donc vu House of Guinness, tu l'as critiqué pour le site de Télé Loisirs, donc je renvoie aussi les gens vers ta critique, mais tu vas déjà un peu nous en parler aujourd'hui. Une question avant de commencer, est-ce que vous buvez de la Guinness, vous? Oui. Oui, tout à fait. On peut le dire comme ça à la télévision. On peut le dire à la télévision française. Bien, oui, moi j'aime bien. Pour en boire avec modération, évidemment. Mais nous avons donc 3 buveurs de Guinness. Est-ce que ces 3 buveurs de Guinness ont été convaincus par House of Guinness sur Netflix? C'est notre débat de la semaine. Ça s'appelle donc House of Guinness et c'est donc la nouvelle série du créateur de Peaky Blinders. Forcément, quand on la présente comme ça, on a envie de la regarder, d'autant plus quand elle promet de raconter l'histoire de la famille Guinness à l'origine de la célèbre bière de Dublin. Romain, c'est pas une fresque historique, c'est pas un drame costumé, voilà. La série se concentre principalement, en tout cas elle démarre en 1868, qui est un point pivot pour la famille Guinness. Place-nous un peu le contexte de cette série. Effectivement, on est plus, c'est ce qu'on disait un peu en off, sur une sorte de succession en costume. On va s'intéresser à ce moment où le patriarche fondateur de la brasserie Guinness décède. Et comme dans la plupart des grandes histoires où il y a quelqu'un qui a le pouvoir et qui a plusieurs héritiers, derrière, ça va un petit peu jaser pour justement récupérer du pouvoir et l'héritage familial. Il y a 4 héritiers. 4 frères et sœurs. On va les détailler, Juliette. Il y a donc 3 frères et une sœur. Exactement, il y a Arthur, l'aîné, qui est un peu pour le père l'héritier évident, sauf que Arthur, lui, il a des ambitions politiques, donc s'occuper de la brasserie, ça l'intéresse pas trop. Donc il est associé à son frère Édouard, qui lui est passionné à l'idée de reprendre la brasserie. Il y a Anne, la seule femme de la fratrie, donc forcément, on est à la fin du 19e, donc on ne lui laisse pas grand-chose, si ce n'est les miettes, à cette pauvre Anne. Et il y a Benjamin, je dirais l'alcoolique de service, à qui on ne fait pas du tout confiance et à qui on ne laisse rien non plus. Le vilain petit canard de la famille. 3 frères et une sœur, ce n'est pas sans nous rappeler, encore une fois, Succession. Même quatuor. Donc l'idée, c'est qu'on suit donc, cette fratrie sur... Alors la timeline n'est pas très très claire, ça évolue sur quelques années, qui vont donc avoir une histoire mouvementée. Ça mélange un peu les relations avec les protestants et les catholiques qui n'étaient pas en très bons termes à l'époque en Irlande, les relations entre les riches et les classes populaires qui ne voient pas forcément toujours d'un bon œil le fait qu'il y ait une famille protestante qui fasse son succès dans une Irlande catholique. Ça mélange aussi évidemment la brasserie, l'histoire de la bière Guinness. Ça mélange aussi des éléments de nationalisme irlandais, les Fenians, c'est ça, qui sont assez importants dans la série. Est-ce que tout ça, ça fait, Juliette, une bonne série, tout simplement? Est-ce que ça fait une bonne série? Je dirais que ça fait une série dense, tu vois. C'est rien que là, quand tu l'énonces, ça fait une série dense. En fait, moi, c'est une série qui, au premier épisode, m'a beaucoup plu. Tu disais que c'était le papa de Peaky Blinders. On en retrouve tout de suite les codes. C'est-à-dire qu'on est sur un drame d'époque.
mais d'un coup, ne serait-ce qu'à la musique, on nous met du rap, on nous met du rock, on nous met de l'électro, et c'est Steven Knight qui nous dit « c'est un drame historique, mais vous n'allez pas vous ennuyer ». Donc là, je me suis dit super. Et en fait, Steven Knight, là, il tombe dans des travers qui sont parfois les siens, à savoir, il est beaucoup dans la démonstration, donc il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'informations, surtout quand on n'est pas super familier avec l'histoire de l'Irlande. Qui à l'époque est encore sous tutelle britannique. Donc tout ça, c'est pas évident. Et à ça, il rajoute énormément d'éléments de genre. Donc Romain parlait de succession, mais franchement, on a du Downton Abbey, on a du Dynasty. Il y a des moments où on tombe un peu dans le soap. Et en fait, voilà, tout ça, c'est très dense, surtout en première partie de saison, à mon sens. Je trouve qu'à mi-saison, on arrive à poser le cadre, on a compris quel personnage était où il se situait, et du coup, on arrive plus à profiter des trajectoires. C'est moins... sous stéroïdes, quoi. Et, les enjeux ne sont pas évidents au début, parce qu'effectivement, donc, une fois que le testament est posé, évidemment, il y a des déçus, il y a des ravis. Chacun va un peu poser ses enjeux, tu l'as dit, la politique pour l'un, se sortir de l'alcoolisme pour l'autre, exister au milieu de ses 3 frères pour la sœur. Romain, toi, de ce que tu en as vu, est-ce que ça te convainc comme série ? Alors moi, j'ai pas terminé encore, j'ai pas eu le temps de terminer la série, je dois être à peu près à la moitié. Je suis un peu mitigé, dans le sens où je trouve parfois un petit peu l'écriture de personnages caricaturale. On a du mal à voir une évolution réelle. Les personnages sont un peu monoblocs, ils représentent quelque chose, et j'espère un développement comme ça, plutôt en fin de saison. A priori, quand on lit les critiques, c'est pas trop ce qui arrive. C'est un peu un regret que j'ai. J'aurais aimé un petit peu de subtilité. On parlait de Succession tout à l'heure, comme ça. Succession, c'est quand même une série qui repose énormément sur la justesse de l'écriture de ces personnages et des relations entre ces personnages, où ils sont tous plus pourris les uns que les autres, mais on voit des failles d'humanité à travers chacun et chacune des personnages. Là, j'ai un peu l'impression qu'on est dans le survol parfois. C'est un peu dommage d'avoir un cadre et une production comme ça, et de ne pas peut-être aller gratter plus profondément sous la mousse, comme tu disais en ouverture. C'est une bonne comparaison, Succession, malgré tout, parce que c'est pas forcément pour ça qu'on la regarde au début. On se dit plutôt Peaky Blinders, parce que c'est le même créateur, encore une fois, le cadre historique. Le premier épisode, il fait beaucoup penser, voilà, il y a une scène, sans trop spoiler, de baston général dans les rues de Dublin, sur du rock, ou du rap, je ne sais plus, mais qui en tout cas n'est pas sans rappeler l'esthétique de Peaky Blinders. C'est très vite, on part plutôt sur Succession avec ce testament, c'est cette fratrie qui affiche d'être unie, mais qui en fait ne l'est pas du tout. Ça repose forcément beaucoup sur cette fratrie, cette série. Il y a beaucoup de dialogues, on les voit beaucoup échanger leurs points de vue, etc. Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'on s'attache à ces Guinness ? Comment on pouvait s'attacher ou détester d'ailleurs la fratrie de Succession ? Oui, carrément. Alors, il y a des personnages qui marchent mieux que d'autres. Le personnage de Benjamin, par exemple, qui est justement celui à qui on ne laisse rien parce qu'il a des problèmes d'alcool. Alors qu'il y avait beaucoup de choses à en dire, parce que, quand même, il y avait toute une histoire sur le complexe à raconter aussi, qu'on évacue totalement. On l'envoie carrément à Londres, hein, donc le mec, on ne le voit pas. Voilà. Anne, au premier épisode, on se dit, OK, il y a du potentiel. Justement, elle va peut-être faire quelque chose de cette condition de fille oubliée dans le testament. Et en fait, assez rapidement, on l'évacue. Et pourtant, il y a des rebondissements dans son arc personnel, notamment sur son état de santé et puis sa condition de femme, qu'on esquisse et puis qu'on n'explore jamais vraiment, comme si ça comptait pas tant. Et donc, c'est vrai que Anne, on l'oublie totalement. On la revoit un peu à la fin. Voilà. Le duo central, c'est eux sur lequel repose la série. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de manichéisme dans la façon dont ils sont écrits. Il y a le good cop, le bad cop. Donc, ça, c'est un peu pénible de retrouver ça. Maintenant, ce qui sauve, à mon sens, ce binôme, c'est le casting. Et ça, c'est l'un des points forts de Steven Knight, c'est qu'il est très, très bon pour caster les acteurs. Donc là, ils sont respectivement interprétés par Anthony Boyle, qui est un acteur irlandais, et Louis Partridge, acteur britannique. Et ça marche très bien parce qu'ils sont tous les deux très charismatiques, mais de façon très différente. Il y en a un qui est beaucoup plus sombre et puis l'autre qui est beaucoup plus meneur. Et cette complémentarité, au début, on se dit, OK, ça va frotter et puis ça va pas mener quelque part d'intéressant. Et puis, en deuxième partie de saison, justement, s'installe un rapport entre les deux auquel on s'attendait peut-être moins et qui, là, devient intéressant, notamment. Et puis, ça dit, justement, à ce moment-là, des choses un peu plus de la politique et puis du contexte que, finalement, on voit assez peu. Enfin, on en parle, mais
c'est un peu dommage, c'est quand même balayé. Et c'est finalement ce rapport qui presque éclipse les deux autres, puisque du coup, peut-être qu'ils sont même eux-mêmes rendus compte en cours d'écriture ou de tournage, je ne sais pas, que c'était peut-être là que la matière était. Et ils ont en tout cas éclipsé petit à petit les deux autres. Tu parlais du cadre historique, etc., de ce qui se raconte au-delà de cette famille, c'est aussi important. Il y a une ambiance, Romain, il y a une reconstitution de Dublin, de la brasserie qui est quand même assez impressionnante. Est-ce qu'on y croit? Est-ce que cette petite histoire dans la grande histoire, est-ce que la grande histoire fonctionne aussi? Alors en termes de production, oui, ça reste quand même une série vraiment assez cossue. La reconstitution de la ville, elle est crédible. Les costumes sont particulièrement bien faits. Les intérieurs, alors il y a beaucoup d'intérieurs aussi, parce que l'écriture fait que, voilà. Moi, le décor en général, même l'ambiance musicale qui est anachronique, hein, on l'a dit, qui vraiment, il y a un choix qui est fait d'aller choisir des groupes actuels, protestataires, particulièrement engagés. Donc, quand on sait la lutte irlandaise et son histoire, etc., il y a quelque chose d'assez habile, je dirais. Ouais, après, c'est quand on commence à écouter parler les personnages et la façon dont on les voit, où du coup, ce joli décor un petit peu s'ébrèche. On perd un petit peu, effectivement, peut-être l'impact au fur et à mesure. Il y a par ailleurs, et c'est peut-être ça le souci, en tout cas que moi je trouve, il y a beaucoup d'ellipses dans cette série. C'est-à-dire qu'un épisode se termine parfois sur un événement assez fort, et le suivant démarre, et en fait l'événement a été évacué sans trop en dire. Voilà, on ne va pas vous spoiler la série si vous ne l'avez pas encore vue. Il est question de partir à la conquête de l'Amérique, donc il y a un des émissaires de la brasserie qui y va. On a l'impression que ça va être un peu l'enjeu de la saison. Et puis en fait, l'épisode d'après, c'est bon, tout le monde boit de la Guinness, et bravo à ce monsieur. On ne sait pas comment il a fait, on ne sait pas si ça a été un enjeu, ce qu'il a dû donner en échange, on le sait vaguement. Mais, c'est dommage d'ailleurs, parce que ce personnage-là, de Byron, qui est censé être un cousin bâtard de la famille Guinness, qui est interprété par Jack Gleeson, que les bons sériphiles, exactement, que les bons sériphiles auront vu dans Game of Thrones. Et en fait, ce personnage, il est super intéressant. Il a un truc un peu machiavélique, manipulateur. Alors, les curseurs, ils sont poussés à fond, mais il est très fun, quoi. Et c'est vrai qu'il est sous-exploité. Et tu le disais, il y a ce problème de chronologie. Alors, ça vient peut-être du fait que, en fait, à la base, le projet d'House of Guinness, il vient d'une des descendantes de la famille Guinness, qui est Ivan Hallowell. Et elle, quand elle a écrit il y a 10 ans la série, elle l'a écrit au début de la dynastie Guinness, c'est-à-dire qu'elle avait imaginé quelque chose, exactement, où on racontait aussi le début, comment la bière Guinness a été créée. Et Stephen Knight, quand il a pris le projet en main, il s'est dit, sur le plan dramatique, ça ne marchera pas, c'est trop long, elle est trop dense, cette dynastie. Donc, du coup, il l'a ramassée à cette fratrie. Mais du coup, là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, on a l'impression que cette série, l'idée originale de cette série, elle a été ramassée. Et que pour tout dire, du coup, on saute des étapes. Et comme s'il y avait peur presque que ce ne soit pas suffisamment bien et qu'il n'y ait pas l'envie de faire une saison 2, parce qu'en fait, il y a déjà des événements qui auraient pu être dans la saison 2. On aurait pu nous ramasser encore plus la série et se dire qu'on la faisait sur quelques années. Là, on va potentiellement partir sur peut-être 1 voire 2 décennies. Exactement. Rien que sur les 2 premières saisons, s'il y a une deuxième déjà. On n'est peut-être pas obligé non plus de faire tout le temps des saisons de 8 épisodes d'1 heure. Enfin, je veux dire, cette histoire-là, s'il avait voulu s'en tenir à ces marqueurs temporels-là, on aurait pu facilement la raconter en 6 épisodes. Ce qui était le cas de Peaky Blinders, d'ailleurs. Exactement. Là, il y a beaucoup d'intrigues de salon, très bavardes, comme l'a dit Romain. Et ça, en fait, tout ça aurait pu être raconté avec beaucoup plus d'efficacité aussi, je pense. Si je peux permettre pour aller dans ce sens-là, le fait d'être sur une plateforme comme Netflix, on n'est pas assujetti comme autrefois sur les séries télévisées qui étaient diffusées sur des chaînes aux USA ou en Angleterre, où on devait remplir une case. Et si on remplit une case, on a une durée d'épisode, on a une rythmique, un nombre d'épisodes et une fréquence qu'on doit tenir. Là, c'est pas le cas. Donc on pourrait se permettre d'autres choses, et je trouve que c'est un peu dommage, comme tu disais, de ne pas justement s'affranchir de carcans pour essayer de créer des nouveaux formats beaucoup plus efficaces. Ça se fait aussi un peu au détriment de la réalité historique, Juliette. Le fait de mélanger un peu ces ellipses temporelles, il y a des choses qui ne sont pas vraiment aux bons endroits pour l'écriture de la série, quoi. Ouais, non, historiquement, les grandes lignes, il faut quand même se le dire, elles sont correctes, c'est-à-dire que ces 4 héritiers ont existé, le contexte politique, il était celui-là à l'époque. Il y a un personnage qui est inventé, non? Il y a plusieurs personnages qui sont inventés. Exactement, le bras droit, l'homme à tout faire. Ce personnage est inventé, donc toutes les intrigues qui tournent autour de lui, on ne spoilera pas tout, mais sur la deuxième partie de saison, il revient vraiment au centre des
des intrigues. Donc tout ça, c'est totalement inventé. Pareil, le mariage, on suit beaucoup le mariage d'Arthur avec sa femme Olivia, Lady Olivia, qu'on nous présente comme un mariage blanc, voilà, parce qu'elle serait une femme avec un titre mais désargentée et lui aurait besoin d'un mariage de façade. Ça, dans la réalité des faits, c'est pas tout à fait vrai. Dans le sens où elle c'était l'une des femmes les plus riches de Grande-Bretagne à l'époque. Donc, elle n'a pas fait, en tout cas par besoin d'argent, ce mariage. Donc, il y a comme ça des petites faiblesses. Pareil, faut quand même se rappeler que la famille Guinness, c'est une famille, tu l'as dit, protestante, très conservatrice. Elle fait partie du parti unioniste. Donc, à l'époque, c'est vraiment le parti qui veut que l'Irlande reste accolée à la Grande-Bretagne. Et en fait, là, on nous montre quand même un point de vue qui est un peu plus, je dirais, nuancé, parce que il y a des liens intimes qui se créent entre la famille Guinness et notamment Édouard et le clan Fenians, qui sont les indépendantistes. Ça, c'est une histoire inventée, puisque pour la simple et bonne raison que Patrick et Helen Cochrane, qu'on découvre dans la série, n'ont pas existé. Alors, ils représentent des figures qui ont réellement existé, mais à proprement parler, eux n'ont pas existé, ces relations n'ont pas existé. Et donc là, on nous introduit cette espèce de lien intime qui, pour le coup, va complètement lisser le côté très unioniste de la famille, alors qu'à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Donc ça, c'est... Voilà, il y a quand même des étrangetés dans le scénario. Il faut la regarder et peut-être pas aller sur Wikipédia derrière ou se renseigner sur l'histoire de l'Irlande. Après, je suis pas sûre que la volonté de Stephen Knight était de faire quelque chose de très... De la même manière que Peaky Blinders s'arrangeait aussi avec Liberté, notamment parce que Peaky Blinders n'existait pas à l'époque où la série a lieu. C'était déjà un gros arrangement. Je voulais qu'on dise un mot quand même sur Stephen Knight, qui est donc le créateur de cette série, qui est le papa de Peaky Blinders. Vous l'avez dit, il tombe un peu dans ses facilités. Est-ce que ça en reste pour vous quand même un showrunner intéressant ? Est-ce que c'est quelqu'un qui raconte quelque chose ? Il y aura dans pas longtemps le retour de Vince Gilligan, la nouvelle série qui est le créateur de Breaking Bad. On a vu récemment d'autres showrunners, Noah Hawley sur la série Alien, etc. C'est des figures importantes de la télé. Shonda Rhimes, il y en a plein. Est-ce que Stephen Knight, pour vous, il s'inscrit dans cette ligne ? Est-ce que c'est un grand showrunner ? En tout cas, c'est quelqu'un qui est capable, sur son nom propre, de convaincre des diffuseurs, des productions, et à emporter avec lui, à faire valider des projets. Qu'il soit réussi ou pas derrière, ça c'est encore, on peut aller creuser un peu plus, mais en tout cas c'est quelqu'un qui rayonne, tu vois, tu en as cité quelques-uns, pareil, je m'en étais mis de côté, des Lena Dunham, des Damon Lindelof, Steven Moffat, on en a des gens comme ça. Des gens on peut dire la nouvelle série 2. Voilà, quand on est, c'est vrai que sur une série, ça compte plus que les réalisateurs ou réalisatrices. C'est un autre exercice, et c'est pas vraiment un showrunner, mais c'est, on va dire, celui ou celle qui porte la série a plus de poids, en tout cas. Et voilà, donc c'est intéressant, mais un petit peu comme ceux qu'on a cités juste avant. Moi, j'aimerais bien qu'ils aient aussi peut-être des cahiers des charges un peu cadrés, puisque c'est dans la contrainte qu'on arrive à faire peut-être les meilleures créations. Là, j'ai parfois l'impression que, un peu comme avec Tom Cruise et Mission Impossible, il n'y a pas eu quelqu'un qui lui a dit Pop, Tom, là c'est un peu too much. Voilà, des garde-fous. Un peu cadrer la star. On est dans du Stephen Knight, quoi. D'autant qu'effectivement, il est quand même rentré dans une autre dimension. Enfin, Peaky Blinders, avant ça, il était connu pour autre chose. C'était l'inventeur de Qui veut gagner des millions. C'est pas voilà. Voilà, ça a dû le rendre très riche. Mais c'est pas vraiment de la série. Il s'est mis à écrire des choses. C'est Peaky Blinders en 2013 qui le révèle. La série fait un carton incroyable. Tout le monde se dit que ce type a un talent fou. Il commence à écrire des films, des séries, à ne plus savoir qu'en faire. Beaucoup sur l'histoire du Royaume-Uni, d'ailleurs. C'est un peu sa spécialité. Mais il a aussi fait des choses. Genre là, en fait, sur le grand public, on dit la nouvelle série de Stephen Knight. Entre Peaky Blinders et House of Guinness, il y a eu d'autres séries de Stephen Knight qui n'ont pas du tout eu le retentissement. Alors, je pense à Taboo, par exemple, alors qu'il avait un peu fait parler, parce que c'était avec Tom Hardy, dans la grande époque de Tom Hardy. Il y a eu, cette année, il y a eu A Thousand Blows sur Disney+, totalement passé inaperçu. Alors, totalement passé inaperçu. Pourtant, c'est exactement le même brief que Peaky Blinders et House of Guinness. Donc, pareil, on est dans le Londres de la fin du 19e. Et en plus, l'histoire est super intéressante. Encore une fois, il va chercher de l'histoire vraie, parce que ça fait partie de sa marque de fabrique, puisqu'on est sur un gang de femmes dans le Londres de cette époque-là. Mais
en fait, pour moi, justement, il y a un côté cahier des charges chez Steven Knight, qui n'est pas celui de la plateforme, mais qui est le sien, qu'il a ses petites cases avec sa petite vision esthétique des choses, et du coup, tout est lissé. Donc moi, là, le Dublin des Guinness, j'ai un peu l'impression que c'est le même Londres que A Thousand Blows, que c'est le même Birmingham. Exactement, les mêmes rues un peu crasseuses. Voilà, j'ai l'impression qu'on me mettrait une carte, je pourrais me promener dans les... Voilà, c'est la même chose. Donc moi, c'est ça qui me dérange un peu, c'est que dès qu'il part dans cette direction de vouloir raconter des histoires vraies sur l'histoire de la Grande-Bretagne, et en fait, il nous fait un catalogue qui est le même catalogue. Alors que quand il sort de ce carcan-là, parce qu'il avait aussi fait avec Jason Momoa, série post-apocalyptique qui n'a rien à voir, très différent. Et la saison 1 était plutôt convaincante. Là, il n'y a aucune... on peut faire aucun parallèle visuellement entre les séries, et ça marchait plutôt super bien, quoi. Donc, quand il arrive à se sortir de ce carcan-là, ça reste... un showrunner super stimulant, et Thousand Blows, malheureusement, je pense que c'est le contre-coup de ce petit monde dans lequel il reste et duquel il n'arrive pas à sortir. Et il va y avoir quand même un juge de paix, c'est les audiences, un peu toujours. Alors, les audiences de Netflix sont ce qu'elles sont, mais on a regardé juste avant l'émission, le lancement d'House of Guinness n'est pas tonitruant. On est à 5 millions de vues dans le monde entre le 25 et le 28 septembre. Date de la sortie, c'était le 25. La mesure s'est arrêtée le 28. Elle est 3e série la plus vue sur cette période, derrière des séries dont on a beaucoup moins fait la promotion, ou qui en tout cas ont été moins vendues par Netflix. Voilà, c'est pas forcément des débuts fous. Peut-être que la série aura quelque chose sur la durée, peut-être que les gens vont l'apprécier avec le temps. On verra comment s'en sort Steven Knight après ça. Il a un autre projet dans les cartons qui devrait lui faire du bien, puisqu'il a quand même été choisi pour écrire le prochain film James Bond. Voilà, lui qui s'attaque à l'histoire du Royaume-Uni. C'est un monument du Royaume-Uni qu'il a entre les mains aujourd'hui, film qui sera réalisé par Denis Villeneuve par ailleurs. Ça va être intéressant de voir, parce que Denis Villeneuve, il a aussi des identités visuelles très fortes. C'est un des plus grands réalisateurs contemporains. Il va y avoir les idées de Steven Knight, les idées de Denis Villeneuve. Est-ce que les deux vont pouvoir s'entendre et faire un grand film James Bond ? Rendez-vous, on n'a pas de date du tout. C'est dans longtemps. On n'a déjà pas de casting encore. On n'a pas de casting. On a des idées de qui peut-être sera machin, mais pour l'instant, toujours rien. Donc, pas avant plusieurs années, ça va l'occuper. Peut-être que d'ici là, il y aura une saison 2 d'House of Guinness. On vous racontera tout ça. Mais c'est pas pour tout de suite. On va déjà passer à nos séries de la semaine pour finir l'émission. J'anticipe toute critique ici. Vous n'êtes pas payé par Apple TV+. Je le précise, car vous avez tous les deux, sans vous concerter, choisi des séries Apple TV+, pour vos recos de la semaine. Mais on n'arrête pas de dire qu'Apple TV+, c'est une très bonne plateforme. C'est sur celle-ci qu'on peut voir Si, d'ailleurs, si vous voulez voir une autre création de Steven Knight. Il y a 3 saisons, je crois, de Si à voir. Moi, je ne les ai pas vues, mais il paraît que la première était effectivement très bien. Tu nous parles, toi, de peut-être la série banger d'Apple TV+, c'est Slow Horses, Juliette. La série d'espionnage comique, qui revient pour une 5e saison. Exactement. Tu parlais de James Bond. Slow Horses, c'est vraiment l'anti-James Bond, vraiment. Ça raconte l'histoire de cette cellule du MI5, qui est le service de renseignement britannique, où sont parqués vraiment tous les rebuts du service, tous les ratés, tous ceux qui ont raté une mission, qui ont compromis la Grande-Bretagne. Ils sont tous dans le même service, et donc du coup, ça donne vraiment le pire service. En plus, il est dirigé par... l'infâme et grossier Jackson Lamb, qui est incarné par l'extraordinaire Gary Oldman, qui est méconnaissable. Donc voilà, personnage grossier avec un franc manque d'hygiène. Et donc, du coup, un petit shampoing ne lui ferait pas de mal, je pense. Ah non, ni un brossage de dents, je pense. Mais voilà, c'est une série, effectivement, c'est la contre-série d'espionnage, je dirais, avec que des anti-héros. Et donc, c'est assez savoureux, il y a beaucoup d'humour, c'est très sarcastique, très cynique. Et là, effectivement, on revient en saison 5. Alors, pour ceux qui avaient suivi les 4 premières saisons, la saison 5 commence en reprenant sur la mort d'un des membres du service. Donc, toute l'équipe est un peu chamboulée. Il y en a qui veulent partir, il y en a qui partent totalement en vrille. Et en plus, l'événement d'ouverture, c'est une fusillade dans le cadre d'une élection, ce qui n'est pas tout à fait sans rappeler l'actualité politique internationale. Et en fait, c'est ça aussi la force de Slow Horses et justement de la saison 5, c'est qu'ils ont la capacité, tout en faisant justement cette série qui est drôle, qui a l'humour noir britannique qu'on adore, de raconter aussi un contexte politique. Ils l'avaient super bien fait en saison 1. C'est un côté qu'ils avaient un peu plus laissé sur les saisons 2, 3, 4. Et là, on y revient justement avec cet événement
de la saison 5. Et du coup, ça dit quelque chose de la société britannique avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'originalité. Honnêtement, en plus, c'est des saisons de 6 épisodes, 45 minutes pour le coup. Ils ont su faire court et efficace. Ça régale. Et je vais rendre hommage à Nora Boisouni, ici, qui vient régulièrement dans l'émission, qui dit de Slow Horses que c'est la meilleure série que vous n'avez pas vue. C'est exactement ça. C'est bien résumé. Déjà, Apple TV+, ça passe souvent un peu sous les radars. Mais voilà, 5e saison, ça montre quand même le succès et que quand il y a des choses qui marchent, certaines plateformes laissent le temps aussi aux séries de se développer. Donc c'est à voir en ce moment la saison 5 qui a rattrapé les 4 premières si vous ne les avez pas vues. Et on termine avec donc ta reco à toi, Romain, toujours sur Apple, donc la série Smoke. Tout à fait, c'est séance de rattrapage un petit peu, c'était sorti plutôt avant l'été. Qu'est-ce que c'est Déjà, c'est une mini-série, donc il n'y aura pas de saison 2, saison 3. Voilà, ça, si on n'a pas le temps, c'est parfait. 9 épisodes, bon, c'est un peu plus long, mais ça les mérite parce qu'il y a besoin d'avoir un développement quand même. C'est un thriller. C'est un thriller qui est créé par Dennis Lehane. C'est juste l'auteur de Mystic River et de Shutter Island. Donc voilà, vous voyez qu'en termes d'intrigue thriller, ça me suffit moi normalement pour regarder quelque chose. On est pas mal. C'est Taron Egerton qui a le rôle titre. On retrouve aussi, alors je me suis noté son nom, Jurnee Smollett, mais aussi Greg Kinnear, John Leguizamo, enfin il y a du monde. Et l'histoire c'est quoi ? Ça nous sort un petit peu du cadre habituel des enquêtes, mais on reste sur cette logique de un enquêteur et avec un spécialiste qui vont faire alliance pour aller résoudre des trucs. Et ces trucs-là, justement, cette fois, c'est quoi ? C'est qu'on a des pyromanes en série, 2 en l'occurrence, qui causent d'énormes dégâts dans la ville fictive où se passe l'action. Et on a donc un enquêteur qui est joué par Taron Egerton, enquêteur des incendies criminels chez les pompiers, qui est secondé par un flic qui se retrouve là un peu en mode voie de garage quand même. C'est un peu une punition au départ. Et ce duo va enquêter sur ces 2 pyromanes et essayer de trouver évidemment qui c'est. Et l'arrivée d'une policière, enfin quelqu'un des forces de police dans l'enquête va permettre d'ouvrir des scellés et des choses. Et on va se rendre compte très vite qu'il y a peut-être quelqu'un du corps des pompiers qui serait lié à tout ça. C'est tiré d'un podcast et d'une histoire vraie. C'est particulièrement prenant en termes d'écriture. Je disais, Taron Egerton est incroyable dedans. Moi, je le trouve souvent bon, mais là, il livre une performance contre celle qu'il fait d'habitude, où on le voit beaucoup plus hésitant, on le voit beaucoup plus tourmenté. On n'est pas dans le héros de Kingsman. Voilà, même au niveau de la voix, il a travaillé ça pour changer un petit peu son personnage. Je me suis laissé complètement subjuguer par l'intrigue. Donc, après avoir enchaîné ça avec le nouveau film de Paul Greengrass qui est aussi sur des incendies en Californie, j'ai fait mon lot C'était incendie de feu. C'est ça. Et ça donne très envie. Je vais aller à ça parce que j'étais passé à côté cet été justement. Les 9 épisodes de Smoke sont donc à voir sur Apple TV+. Ils sont tous sortis et dispo. Et juste un petit truc, juste pour ceux qui aiment, dont je fais partie, le générique, c'est juste Tom York de Radiohead. Voilà, donc ça fait très. Il fallait un argument de plus pour aller regarder ça. Merci Romain pour cette reco. Romain Bailly, je rappelle donc on peut t'entendre parler de séries dans le podcast Originals. C'est dispo sur toutes les plateformes d'écoute. Toutes les plateformes, 40 minutes chaque vendredi à 17h. Et voilà, rendez-vous est pris à 17h vendredi. Et merci Juliette Eusbrock pour ta première très réussie. Merci de m'avoir accueilli. Toi, on peut te lire donc sur le site et dans les pages de Télé Loisirs. Absolument. Pour lire des critiques, mais pas que, aussi des articles d'analyse. Exactement. Notamment un article à lire sur les incongruités historiques de House of Guinness, qui est consacré, plongé dans l'histoire pour nous. Merci donc à tous les deux. Et si vous êtes arrivé en cours de route de cette émission, ça arrive parfois, vous inquiétez pas, elle est dispo en replay partout, sur YouTube, sur le site de Tech & Co. Et si vous préférez l'écouter dans le métro ou en voiture, c'est en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant.